Oui, s'il vous plaît. J'ai une question pour Madame Lefebvre et une question pour Monsieur Proust. Que pensez-vous de la modification du tableau 57 épaules qui est survenu à l'automne 2011 et qui inclut en tant que critère limitatif pour la reconnaissance d'apporter la preuve que le salarié a sollicité l'épaule en abduction 3 heures par jour 60 degrés, 2 heures par jour 90, 1 heure par jour au-dessus de 90. Est-ce qu'il y a un fondement en littérature qui a justifié ces critères? Deuxième question pour M. Proust. La reprise du travail habituelle comporte normalement la reprise des mêmes tâches. Ces tâches ont provoqué la rupture dégénérative de la coiffe. À ma connaissance, la réparation chirurgicale, même si elle est faite dans les règles de l'art, ne va pas rendre l'articulation plus résistante qu'avant. Comment on peut négocier, quel peut être le compromis après une chirurgie de réparation pour que le patient reprenne son travail? Oui, mais avec quelles restrictions par rapport à quelle sorte de tâches? Merci. Vous m'entendez? Ah bah oui, si, ça marche. C'est une question difficile. Effectivement, il y a des études de biomécanique qui sont faites sur des petites cohortes de patients qui montent et qu'il y a des mouvements qui vont entraîner des contraintes excessives sur la coiffe. Maintenant, c'est la même question qu'hier. Quel est le seuil? Quel est le niveau de contrainte en newton? Quelle est la force? Je ne suis pas sûre que scientifiquement on soit capable de valider la biomécanique. Maintenant, il y a plein d'études en médecine du travail qui montrent que parmi tous les facteurs de risque, il y a ces mouvements répétés qui sortent et ça suffit. Maintenant, le seuil qui est choisi, il peut être remis en question en permanence, comme vous le savez. Parce que c'est tellement compliqué de le voir et tellement multifactoriel. Maintenant, c'est un facteur de risque qui sort dans les études, en tout cas transversales. Mais il y a tellement d'autres facteurs de risque, c'est toute la difficulté. C'est comme pour la lombalgie au début. Quel est le poids de ce facteur de risque dans l'ensemble de vos facteurs de risque? Ça, je pense que personne à ce jour n'est capable de répondre de façon formelle. Donc après, on est pratique en clinique et on le prend en compte dans l'évaluation de tous nos facteurs de risque. Ouais, comme pour tous les tableaux, c'est un consensus social, bien sûr, mais ça avait quand même été basé sur des études transversales. Il y avait quand même un risque avec un autre ratio supérieur à 2 pour justement les activités avec le membre élevé à plus de 60 degrés, supérieur à 2 heures par jour en cumulé. Donc ça n'a pas été pris complètement au hasard. On avait quand même un autre ratio supérieur à 2 pour cet aspect biomécanique, en gardant bien sûr à l'esprit que la douleur et la chronicité sont bien sûr associés à tout un tas d'autres facteurs psychosociaux également. Pour répondre à la deuxième question, effectivement, c'est toujours difficile de dire à un patient « c'est une pathologie reconnue en maladie professionnelle qui vous a amené à mon cabinet, je vais essayer de vous réparer pour que vous puissiez reprendre votre travail. Oui, mais je vais reprendre le même travail qui m'a déjà amené à votre cabinet. » Alors, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais quand on voit les patients, déjà, avant même de leur dire « vous allez reprendre votre travail », l'objectif, s'ils viennent, c'est parce qu'il y a une plainte, il y a une symptomatologie. Donc, c'est vrai que l'objectif premier, avant de les remettre au travail, c'est surtout de leur apporter l'indolence ou de leur redonner l'impotence qu'ils n'ont plus. Bien entendu qu'en arrière-pensée, il faut reprendre le travail. Mais déjà, si on peut soulager le patient ou l'améliorer, c'est déjà un plus. Alors après, en post-opératoire, le patient qui peut reprendre son activité professionnelle, si vous deviez lui donner des choses à éviter pour protéger sa coiffe des rotateurs, c'est tout ce qui est port de charge au-dessus du plan, alors même au-dessus de 45 degrés d'élévation latérale du bras. Il faut, même au-dessus de l'horizontale, c'est déjà trop, c'est au-dessus de 45 degrés. Donc tout ce qui est travail au-dessus du plan des épaules,
n'est pas recommandé. Tout ce qui est port de charge au-dessus de 45 degrés n'est pas recommandé. Alors après, c'est le problème de faire un travail dans le BTP sans pouvoir travailler au-dessus des épaules. C'est assez compliqué, mais effectivement, les gestes répétitifs, si on veut restreindre ces patients, il faut éviter le port de charge et le travail répétitif au-dessus. Tout ce qui est port de charge, bras tendus, travailler avec les avant-bras, généralement, ça ne pose pas de souci. Mais dès qu'il faut aller au-delà de 45 degrés d'abduction ou travailler au-dessus du plan des épaules, ça devient compliqué. Oui, juste, moi, j'ai pas forcément le même avis, mais voilà, moi, je pense qu'une fois qu'ils ont été opérés, bien opérés, que c'est cicatrisé, qu'ils ont une bonne cinématique, qu'ils ont repris de la puissance dans le deltoïde, ils sont, pour moi, considérés en rémission, ils sont cicatrisés, ils peuvent reprendre pas mal d'activités. Mais bon, c'est un objet de débat, hein, mais moi, je leur dis bien opérés, tout est cicatrisé, ils ont récupéré une force musculaire tout à fait satisfaisante, ils ont une bonne cinématique. Donc, après, il y a toutes les actions du médecin du travail, mais a priori, il faut qu'ils reprennent leur travail, et quel que soit le travail. Nous, on les pousse plus vers ça, même ceux opérés. Mais voilà, ça reste sujet de débat. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Le patient qui va très bien en post-opératoire, de toute façon, il peut effectivement se refaire une rupture de la coiffe. Il l'a fait une fois, il peut le refaire une deuxième fois. Si le patient va bien, qu'on a un état clinique qui est bon, on peut contrôler la cicatrisation tendineuse, qu'on a une cicatrisation tendineuse effective, on ne va pas l'empêcher de reprendre son travail en se disant peut-être que ça reviendra un jour. Il retourne au travail, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est plus pour les patients qui gardent une petite symptomatologie ou qui gardent une perte de force ou qui ont un résultat qui peut être bon mais pas suffisant, ou du moins qui n'aura pas rétabli un état complet. Si on doit les limiter, il faut limiter ça. Alors après, il y a toujours le problème de l'adaptation du poste qui n'est pas toujours faisable. Mais pour le patient qui va bien, qu'il aille travailler, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, et l'exposition aux vibrations, les gens qui servent de perforateurs, de choses comme ça, marteau-piqueur. Ça, je suis d'accord, c'est un problème spécifique, c'est différent. Vous avez à chaque fois des problématiques spécifiques. Maintenant, j'imagine qu'il y a plein de progrès sur le nombre de temps qu'il va passer à faire son activité en vibration, mais avec une épaule saine récupérée, il revient comme un patient standard qui est exposé à des vibrations. Mais ils peuvent guérir, s'améliorer, être stabilisés de leur pathologie. C'est pas inéluctable, c'est comme avec la lombalgie. Maintenant, ils restent exposés comme quelqu'un de la population générale aux vibrations telles que ça a été décrit. Mais une fois que son épisode est passé, qu'il a été bien pris en charge, opéré ou non opéré, il est stabilisé et a priori, il rentre dans la catégorie des gens exposés. En tout cas, nous, c'est ce qu'on leur explique. Quelle est l'indication de l'acromioplastie isolée? Rupture de coiffe ou sans rupture de coiffe, selon que c'est dégénératif ou pas? Parce que le geste est un petit peu moins agressif, la récupération, si ça marche bien, si l'indication est bien posée, elle est quand même plus rapide. Alors, l'indication de l'acromioplastie isolée, on en fait de moins en moins. Il y a eu quelques années, il se faisait des acromioplasties de façon très importante chez beaucoup de patients. Désormais, l'acromioplastie isolée est indiquée que si vous avez la preuve d'un conflit ostéotendineux avec un acromion agressif, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la radio. Là, oui, parce que vous décomprimez vraiment votre espace sous-acromial et vous facilitez l'élévation du bras. On voit des patients avec des coiffes, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment rompues, où on n'espère pas du tout leur réparer la coiffe, que de toute façon, techniquement, on ne pourra pas réparer, mais avec un conflit ostéotendineux tel qu'ils ont un déficit d'élévation latérale du bras, et une fois l'acromioplastie faite, vous libérez l'espace sous-acromial et vous leur permettez de récupérer plus d'élévation. Pas plus de force, parce que vous n'avez rien réparé de tendineux, mais plus de mobilité. Donc l'acromioplastie isolée, elle est indiquée chez ces patients qui ont un acromion, que la coiffe soit rompue ou pas, agressif. Sinon, elle n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Là, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça, dans les causes extrinsèques, on essaie, grâce à l'imagerie, de bien démembrer ceux qui ont l'anomalie anatomique telle que tu le disais, et puis ceux qui ont vraiment un conflit, c'est dyskinétique, c'est cinématique, et ceux-là, c'est peut-être
une moins bonne indication à leur faire l'acromioplastie que ceux qui vont avoir un véritable conflit anatomique. Mais souvent, les patients, ils ne sont pas distingués dans les études. Donc il y a des indications précises en fonction de l'imagerie. Et pour les patients vous concernant, tous ceux qui ont cette fameuse tendinobursite à coiffe non rompue dont on parlait tout à l'heure, là, moi j'en vois plein qui viennent pour une acromioplastie et c'est pas, à mon sens, une bonne indication. Souvent ils ont un acromion qui n'est pas agressif, c'est pas un problème. Le geste chirurgical sur l'acromion ne changera rien du tout au problème, c'est un problème d'hypersollicitation. Et donc là, l'acromioplastie dans ces cas-là est vraiment à éviter, sauf si il a un acromion, comme on disait à l'instant, très agressif. Sinon, non. L'acromioplastie n'est pas le geste qui va forcément améliorer les choses. Ça a eu été vécu comme ça, mais ça l'est beaucoup moins. Et même dans les colloques de chirurgie, le nombre d'acromioplasties isolées a vraiment, vraiment diminué.